Toum, 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 toum. Et bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Alors à ce moment-là, c'est bien sûr principalement les gens qui regardent la rediffusion. Donc là, si vous venez d'arriver, c'est probablement que vous avez raté et que vous êtes arrivé après. Mais je suis content que vous veniez regarder cette rediffusion avec nous. Si vous étiez déjà dans le chat prêt à mettre le premier commentaire, je veux savoir qui est le Prums, d'accord, à mettre le commentaire. Dites-moi tout de suite. Aujourd'hui, sur ce webinaire, on reçoit Camille de Number, qui va répondre à toutes les questions que vous auriez aimé poser à un expert comptable sur la clôture comptable. Et bien sûr, tous les sujets, tant qu'on est là, profitez-en, posez toutes vos questions. Camille y répondra. En coulisses, on a bien sûr Cassandra et Marie qui sont là pour vous aider dans les commentaires, répondre à vos commentaires, trier les commentaires, modérer les commentaires. On les remercie bien. Vous êtes sur la chaîne de In-Situ et c'est parti pour le générique. On revient dans 5 minutes. C'est parti. Maintenant, on est en retour maintenant. J'espère que vous êtes bien avancés sur ce démarrage. Si vous voulez nous aider absolument, pensez à repartager sur votre flux, sur votre feed, ce live. Comme ça, les gens ils vont le voir tout de suite, ils auront des notifications et tout. C'est le meilleur moyen de ramener vos copains aux soirées sans qu'ils aient été invités à l'avance, quoi. Partagez. Oui, du coup, merci aux personnes qui sont là dans le live. Je vous ai lancé sur Gen X, Gen Y, parce que c'est un peu ma mauvaise blague du moment. Vous n'êtes pas obligé de participer à ça, hein, bien sûr. On reçoit Camille. Camille, je vais te faire monter sur la scène. N'aie pas peur, tout va bien. Hop là. Tout le monde est là. Comment ça va, Camille ? Hello tout le monde. Ça va, super. Ravi d'être là aujourd'hui. Hop. Dans le chat, indiquez-nous dans quelle ville vous êtes. Marie, toi, tu es à Paris. Hein. Marie, tu es à... Camille, tu es à moi, Paris. Moi, c'est Camille. Toi, c'est Camille. Je vais y arriver. Hop. De toute façon, il n'y a que nous deux là dans la pièce. Les Marie et Cass sont plus avec nous. Hein. Et oui, pure parisienne. Pure parisienne. Le sujet, c'est la clôture comptable aujourd'hui. Toi, tu es expert comptable chez Number Paris depuis 6 ans. Tu accompagnes chez Number, vous accompagnez des TPE et des indépendants de la création de la société à la gestion de la paix et le juridique une fois qu'ils deviennent une multinationale, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu veux ajouter ? Non, c'est tout ça, effectivement. La partie protection sociale également, la partie aussi par la suite gestion de patrimoine. Dites-nous dans le chat, je pense qu'il y a beaucoup de clients en commun entre Number et In-Situ. Donc en vrai, dans le chat, si vous êtes chez Number, faites des signes et mentionnez votre agence préférée, bien sûr. L'équipe Number, vous êtes où nous lance Cass dans le chat. Alors, on est dans une douzaine de villes en France, je dirais, et pas mal de villes qui sont encore en train d'être ouvertes, notamment Aix, Nancy, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site. Il n'y a pas de cabinet à Nancy ? Il l'a ouvert hier. Ah, c'est ouf. Parce que pour moi, Number, la capitale, c'était Épinal, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un cabinet à Épinal avant d'avoir un cabinet à Nancy, du coup ? Les équipes sont à Épinal en tant que telles. Donc, c'est dans les tuyaux, ouais. C'est dans les tuyaux. Si vous voulez travailler chez Time en particulier, c'est à Épinal. Ils recrutent toute l'année. Et je pense qu'il y a un relocation package qui est fourni par la région. Il n'y a pas de souci. On pourra trouver un financement de la région si vous voulez vous installer à Épinal. Et bien sûr, à Épinal, je pense que mon plat préféré serait la sauce à l'époisse. Je vous recommande. Tu n'es jamais allé à Épinal toi-même déjà ? Si, j'y vais une fois par trimestre à peu près. Mais j'ai jamais goûté ça. La sauce à l'époisse ? C'est un fromage, l'époisse. C'est un fromage. Ouais. Si, c'est un fromage. Et oui, merci. Merci, c'est sympa, Plastan RPZ, ok. Qu'est-ce qu'on allait dire ? Les 4 grandes questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, ça va être du coup, pourquoi c'est important d'anticiper la clôture comptable. J'imagine qu'il y a beaucoup de néo-freelance ou de freelance qui sont leurs premières années. En plus, la première année, c'est peut-être souvent la moins compliquée, ou la deuxième, on commence à s'équiper un peu mieux, quoi. On va parler finalement aussi un peu de réglementation fiscale. Il y a des changements tous les ans, des nouveautés, des innovations. Nous avons un gouvernement créatif, mais c'est pas un gouvernement créatif. Voilà, nous avons un État créatif. Et on va parler en particulier de la flat tax cette année.
Et donc, posez vos questions dans ce sens-là, je les prendrai, c'est ça. On va parler de SASU versus EURL, bien sûr. Quelles sont les différences sur la rémunération et la fiscalité? Parce que vous soyez en SASU ou en EURL ou SARLU, vous aurez deux sujets différents, des sujets différents à gérer. Si vous êtes encore en micro ou si vous êtes en portage salarial et que vous posez la question de à quel moment je passe, c'est là qu'on en parle. Et à la fin, on reparlera de pré-comptabilité. Finalement, c'est pour reboucler un peu avec le premier sujet. Si vous ne faites pas encore de pré-comptabilité, on va en parler tous ensemble. Est-ce que c'est cool pour toi, Camille? Yes, parfait. Avant de plonger dans la première question, je tiens à remercier le partenaire InSitu. Vous êtes sur la chaîne InSitu, abonnez-vous à InSitu. On fait des lives tous les mois, des webinaires tous les mois. Pour ceux qui ne le savent pas encore, InSitu, c'est avant tout InSitu freelance qui met en relation des freelances avec ses clients grands comptes. Ils travaillent pour avoir les appels d'offres, pour avoir les référencements, pour vous donner accès aux grands comptes et à des missions longue durée. Et des missions moins longues aussi. Ils ont également InSitu Portage qui vous permet d'être indépendant sans passer par la gestion de la société, etc. Tout en gardant du coup votre portage salarial, en bénéficiant d'un portage salarial. Ils sont présents partout en France, Lille, Lyon, Nantes, Valence, Paris et même Bruxelles. C'est bientôt la France, je le sens. Quoique, ils ont le gouvernement et pas nous en ce moment. Si vous êtes intéressé... Ouais, alors, peut-être que le Premier ministre a été annoncé ce matin, j'ai pas lu les actualités entre-temps. Ne me spoilez pas dans le chat, je veux découvrir les choses par moi-même après. Si vous êtes intéressé, indiquez votre ville en commentaire, l'équipe est là pour vous répondre. C'est parti. Je vais voir un petit peu... Manon répond, il est temps de parler clôture comptable. Il y a Lille qui est représentée, bien sûr. Camille, du coup, quand on parle d'anticipation sur la clôture comptable, il faut anticiper quoi exactement? Alors, l'objectif, c'est d'éviter d'avoir son dimanche compta, à scanner tous ses tickets, etc. Mais on reparlera de pré-compta par la suite. L'objectif aussi, c'est vraiment de pouvoir optimiser en fin d'année avec des charges auxquelles on n'a pas pensé, des choses qu'on peut faire passer et que finalement, on se disait que c'était plutôt du perso, etc. Ouais. L'objectif également, ça va être la partie protection sociale avec la partie salaire, dont on parlera également, SASU et URL. Donc, ça va être ces gros sujets, charges déductibles, rémunération, protection sociale. C'est vrai que aujourd'hui, c'est vachement digitalisé le métier de comptable, mais il y a je pense, il y a 8-9 ans, quand j'ai créé ma société, c'était OK, c'était normal de prendre 2 jours avec le comptable pour scanner des tickets, etc. Il manque tel justif, etc. On faisait ça déjà quand même. Oui, quand j'ai commencé, effectivement, on saisissait tout à la main. Quand j'ai commencé, c'était le tout début des synchronisations bancaires, donc déjà, on était contents. Donc, j'ose pas imaginer encore avant. Mais là, c'est vrai qu'on gagne pas mal de temps, donc l'objectif, c'est plutôt d'apporter, en tout cas, cette valeur ajoutée aux clients avec un meilleur conseil. Maintenant, il y a Google Photos qui me demande de supprimer tous mes justifs, tu sais. Il me suggère de dire, ça sert peut-être plus à rien, tu devrais supprimer ça. Bah non, j'ai 250 photos de justifs, je vais les garder. Tu dis aussi, alors, anticiper les charges. C'est vrai que si je veux inviter mes clients au restaurant, des choses comme ça, vaut mieux anticiper ce genre de charge-là avant d'avoir fini son exercice, parce que ça va être compliqué de créer des charges dans le futur, c'est ça? Si effectivement on a notre clôture comptable qui est au 31 décembre, autant prévoir un dîner de fin d'année avec tous nos partenaires, que ce soit des prospects, des apporteurs d'affaires, des clients, justement qui soient en décembre pour comptabiliser cette charge et réduire son impôt sur les sociétés du 31 décembre. C'est quoi les charges courantes qu'on peut voir chez des freelances IT en particulier, ou les choses auxquelles on n'a pas pensé, tu vois, par exemple? La première chose auquel on ne pense pas forcément, ça va être la partie refacturation d'une quote-part de loyer. Si on a mis son siège social chez soi et qu'on fait pas mal de télétravail notamment, on peut se rembourser une quote-part de loyer. Donc après, le calcul est différent en fonction du statut, si on est locataire ou propriétaire. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir se rembourser cette partie-là, aussi une quote-part d'électricité, forfait internet, mobile. Après, ça va être, tout à l'heure, on en parlait des repas de Noël, mais ça peut être des petits cadeaux. Ça peut être aussi des choses dont on a besoin au quotidien et on se restreint, mais l'objectif, c'est plutôt d'investir pour qu'on soit le plus efficace possible et qu'on puisse gagner du temps, prospecter, trouver des missions, etc.
Aujourd'hui, avec le télétravail, la voiture en leasing sur la société pour aller chez le client, ça devient de moins en moins courant, quoi. Oh, Après, t'as l'air sceptique. Ça veut dire que ça doit se faire plus souvent que ça? en fait, de ce qu'on constate, c'est que les clients et même les entreprises, du coup, sont de plus en plus en train de revenir au présentiel. Donc Ouais. finalement, le fait d'avoir un véhicule pour éviter le métro bondé ou pour aller plus rapidement chez le client, le véhicule, finalement, ça va être quand même quelque chose d'intéressant. Après, effectivement, ça reste un véhicule professionnel, donc l'utilisation personnelle est à éviter. Mais Mhm. du coup, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Après, le leasing, ça permet d'éviter un gros trou de trésorerie d'un coup et de Ouais. répartir tout ça. Après, encore une fois, il faut voir en fonction du rejet de CO2 par kilomètre, tout ça. J'ai fait un plateau une fois où il y avait des gens de l'URSSAF, les inspecteurs des impôts et des leasers automobiles. Et c'est vrai que les leasers automobiles disaient oui, il faut donner à vos salariés des gros SUV pour la rétention, c'est important et tout ça. Et puis l'inspectrice des impôts qui disait oui, bah alors si c'est un véhicule familial, on peut pas le faire passer entièrement en avantage salarié, ça marche pas très bien, hein. Voilà. Donc oui, il y a toujours un curseur, même dans la dimension du véhicule, si c'est un véhicule 9 places, à part si vous y allez à part si vous faites du covoiturage et vous emmenez tout le village au bureau, c'est bizarre. C'est ça le curseur. Et toi, ton métier, c'est pas de définir ce curseur. Non, c'est ça. Après, pour être sûr qu'il n'y a aucun problème, on comptabilise un avantage en nature qui est soumis à charge sociale. Et puis après, comme ça, on justifie qu'on a bien comptabilisé une quote-part personnelle. Et puis, voilà. Une quote part personnelle. Parce que quand on a fait la prépa, tu as mentionné aussi qu'éventuellement, si on a mis trop de charges, elles peuvent être reconsidérées finalement en rémunération personnelle, c'est ça? C'est ça, dont on parlait, je me souviens très bien, c'est l'exemple du Dyson. En fait, en soi, ce qu'il faut se rappeler, en fait, c'est que pour qu'une charge soit déductible, il y a juste deux règles. Qu'elle soit dans l'intérêt de la société et qu'elle soit justifiée par une facture. Après, tout dépend effectivement de son domaine d'activité, si on est amené à se déplacer souvent, etc., etc. Mais en cas de contrôle, il faudra justifier finalement pourquoi on l'a acheté sur la société et quel est l'intérêt pour ma société. Donc, effectivement, d'acheter un aspirateur Dyson, quel est l'intérêt si je fais du conseil en informatique? Donc, c'est là où, clairement, il va falloir plutôt faire cette dépense à titre personnel parce qu'en cas de contrôle, ça sera requalifié, effectivement, et donc, il faudra rembourser. C'est-à-dire que si l'activité, c'est de faire du ménage chez les gens, éventuellement, le Dyson, il est justifié, quoi. Si on est Exactement. informaticien, le Dyson, il n'est pas justifié. Alors, il y a une question dans le chat qui nous dit c'est quoi la chose à laquelle on doit être le plus attentif pendant cette période de la comptabilité? Est-ce que c'est le calendrier, tu penses? Si on est déjà bien organisé tout au long de l'année, pas forcément. Le calendrier, de toute façon, l'expert comptable va forcément revenir vers vous sur le premier trimestre 2025. Après, ça va être plus effectivement de regarder, à mon avis, s'il y a des dépenses, qu'on a réalisées avec son compte bancaire personnel et qu'on peut rebasculer à titre professionnel, avec une note de frais. C'est quoi les deadlines importantes quand on clôture au 31 décembre? C'est mi-mai pour la GFIP, c'est ça? Pour le C'est ça, déclarer aux impôts? exactement, ouais. Et ensuite, faut faire une AG tout seul. Les freelances, ils font des AG tout seuls ou pas? Il y a du coup un dépôt des comptes annuels au greffe qui est obligatoire dans les 6 mois de la Mhm. clôture. Donc d'ici fin juin, effectivement, il va falloir déposer un procès-verbal qui indique que on a fait tant de bénéfices, qu'on souhaite tant de dividendes. Et donc après, effectivement, c'est des documents qui sont faits entre la société et le dirigeant. Donc en soi, c'est la même personne. Il n'y a pas d'obligation de faire une table ronde. Et au moins maintenant, avec la signature électronique, tout est plus simple. Ah, c'est dommage parce que quand on a plusieurs associés, c'est l'occasion de faire un resto et ça est justifié, quoi. Faire une AG Oui, ensemble. carrément. Il y a la rémunération. Est-ce qu'il y a la rémunération du dirigeant? Il y a un moment, c'est à ce moment-là où on peut discuter de est-ce qu'on rajoute un peu dans la rémunération du dirigeant ou moins? C'est ça? Oui. Alors sur la SASU, donc en fait, on est éventuellement donc président, directeur général. Donc on est Mhm. considéré comme assimilé salarié et on est rattaché au régime général. On va réaliser donc des fiches de paye qui doivent être
envoyer d'ici le début du mois d'après, donc d'ici début janvier par rapport à décembre. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre dès maintenant pour se dire, OK, sur mon foyer fiscal, j'ai combien de rémunération, d'autres revenus par ailleurs, etc. Où est-ce que j'en suis des tranches du barème progressif d'impôt sur le revenu, et donc se dire, si j'ai fait tant de chiffre d'affaires sur ma société, est-ce que je peux m'octroyer par exemple une prime de 2 000 euros, histoire d'améliorer encore ma protection sociale, de réduire mon impôt sur les sociétés et de voir si l'impact au niveau de l'impôt sur le revenu n'est pas non plus très élevé. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets sur l'affectation du résultat ensuite, où généralement les freelances ils mettent tout aux réserves et puis il n'y a pas de sujet? Il y en a qui, du coup, ont déjà cotisé, par exemple, leurs 25 meilleures années, et donc, effectivement, vont plutôt se faire des petits salaires en fin de carrière et se baser seulement sur un complément de revenu avec des dividendes. Donc, c'est quand même quelque chose qui va être important pour eux. Donc, après, tout dépend de sa situation, de sa carrière, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de freelances qui prennent des complémentaires retraite pour rajouter des charges et avoir une rémunération autre que du salaire? Oui, c'est très courant, avec notamment les plans épargne retraite. Donc, on peut en avoir un sur la société, un à titre personnel. Sur la société, ça viendra réduire l'impôt sur les sociétés. À titre personnel, l'impôt sur le revenu. Donc, c'est deux optimisations différentes. Tout ça pour avoir un rendement à la fin assez intéressant. On avait déjà fait un webinaire sur le plan épargne retraite. On en fera peut-être un en 2025. Je crois qu'en 2024, on n'en a pas fait. Dites-nous dans le chat, indiquez-nous si c'est quelque chose qui va vous intéresser pour l'année d'après. Le sujet, alors on a déjà un peu parlé de ce sujet-là, mais finalement, c'est quoi le sujet autour de la flat tax cette année en particulier? Alors, le sujet, c'est que ça fait quelques années que la flat tax sur la distribution de dividendes existe, pour les SASU notamment. Et en fait, avec la loi de finances qui devrait sortir dans les prochaines semaines, le taux basculerait de 30 à 33%. Après, il n'y a pas vraiment de choses qui soient vraiment actées à ce jour. Donc, c'est pour ça on avance à tâtons. Donc, c'est pour ça il faut un petit peu anticiper et se dire, bon, là, je me suis créé un matelas de sécurité de, par exemple, 100 000 euros pour faire face à une année où j'aurai moins de chiffre d'affaires, ou à une année où j'ai besoin de prendre plus de salaire. Et, on ne sait pas de quoi est fait la vie. Et donc, potentiellement se dire, est-ce qu'aujourd'hui, là, le 13 décembre, j'ai de la visibilité sur 2025 et donc je peux me permettre de réduire ce matelas de sécurité pour, d'ici 31 décembre, avoir donc la flat tax de 30% et recréer mon matelas de sécurité par la suite. Parce que si effectivement on fait une distribution en 2025, on n'est pas à l'abri que le taux augmente. Après, sachez que de toute façon, sur les distributions de dividendes, donc en SASU, il y a une autre option possible qui est d'intégrer en fait ces revenus sur notre barème progressif. Mais si on a un conjoint qui gagne bien sa vie, finalement, le barème, il va être moins intéressant. Ouais. Ça, le barème d'impôt sur le revenu, c'est toujours un sujet, il est pas progressif du tout. Et du coup, forcément, ça fait des gaps et c'est intéressant de changer de case. L'intérêt de garder l'argent sur une structure en IS, c'est de pouvoir... alors, il y a Soumia qui dit la proposition de loi, elle a été rejetée, de taux à 33%, elle a été rejetée. Elle a été rejetée, mais peut-être que le prochain gouvernement, il va la remettre au goût du jour. Donc, il y a effectivement des freelances qui anticipent le fait qu'elles reviennent encore sur le sujet. Là, pour l'instant, aux dernières nouvelles, c'est la loi spéciale qui reconduit le budget de l'an dernier qui a été votée. Je pense qu'elle a été votée hier matin. Les choses évoluent très vite. Et effectivement, en fait, dans l'incertitude fiscale qu'il y a en ce moment, il y a pas mal de freelances qui anticipent une hausse fiscale de manière générale, quoi. J'ai bien répondu à la question, tu penses, Camille? Parfait. Ok. Qu'est-ce que j'allais prendre une question? Ah oui, du coup, garder ses revenus sur une structure en IS plutôt que de se verser des dividendes, ça permet de faire des investissements, du coup, avec une SCI, de manière générale, d'investir sur des sociétés qui payent l'impôt sur la société, quoi. C'est ça? En soi, chaque année, donc on a notre chiffre d'affaires, moins nos frais, avec la rémunération, les charges sociales qui donnent le bénéfice imposable. Et ce bénéfice, si on ne se le verse pas en dividende, il va venir en réserve. Donc, c'est les réserves dont je parlais avec le matelas de sécurité. Et c'est vrai que
si on a quand même cette visibilité par la suite et qu'on se dit, ça sert à rien de laisser, par exemple, 100 000 € sur ma société, autant faire des placements. Donc après, il y a des choses très sécurisées, telles que le compte à terme, avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés, ou effectivement, on peut partir aussi sur des prises de participation dans d'autres sociétés, investir dans de l'immobilier, etc. Mais au moins, ne pas laisser dormir cet argent. Ok. C'est quoi les grosses différences du coup au moment de la clôture comptable? C'est quoi les grosses différences entre la SASU et l'URL? L'affectation du résultat, ça reste la même chose. C'est surtout la rémunération du dirigeant qui est différente, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc effectivement, tout à l'heure, j'indiquais que donc en SASU, on est assimilé salarié rattaché au régime des indépendants, alors qu'en EURL, on est gérant, travailleur non salarié, et on est rattaché en fait au régime des indépendants et on cotise donc à l'URSSAF. Et ce qui est bien en fait en EURL, c'est que en fait, on se fait des virements tous les mois en fonction de ses besoins pour sa rémunération. Alors qu'en SASU, il y a vraiment des fiches de paye qu'on envoie aux organismes sociaux, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'urgence pour les SASU de faire cette optimisation avant début janvier pour maximiser la rémunération de décembre. Alors qu'en EURL, on peut simplement en fait calculer notre prime de rémunération sur le bilan final, donc finalement d'ici fin avril. Et c'est cette rémunération-là qu'on indiquera après sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Et ce qui est bien en EURL, c'est que donc, on cotise, donc, comme je le disais, à l'URSSAF. On a à peu près 45% de charges sociales sur notre salaire. Donc, on essaye en fait d'optimiser en fonction, normalement, de son foyer fiscal également, pour éviter, par exemple, de sauter une tranche. Et également, pour sa protection sociale, faire en sorte quand même d'être sûr de valider les 4 trimestres de retraite, d'avoir un salaire confortable et aussi d'optimiser notre impôt sur les sociétés en fin d'année. Alors Soumia, on reviendra sur ta question juste après, on va rester sur ce sujet-là encore un petit peu. Moi quand j'étais TNS, pour expliquer, je me versais mon salaire, juste c'était un virement à faire. Alors que maintenant, effectivement, je vais faire des fiches de paie. J'ai un peu plus de cotisations, c'est un peu plus simple, je trouve, pour les cotisations, parce qu'elles sont toutes sur la fiche de paie. Mais dans les deux cas, on cotise pas pour le chômage, mais on cotise pour la retraite dans les deux cas aussi. Enfin, finalement, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est ça. Après, c'est sûr que en SASU, quand il y a les fiches de paye, il n'y a pas vraiment de prise de tête. On fait la fiche de paye, on est prélevé le 15 du mois suivant de nos charges sociales et puis on n'en parle plus. Alors que une URL va devoir en fait un petit peu provisionner ses 45% de charges sociales parce que c'est finalement lors de la déclaration d'impôt sur le revenu au mois de mai que la rémunération remonte à l'URSSAF et donc les 45% de charges sociales sont régularisées. Ouais, c'est ça. C'est surtout gênant quand on baisse l'activité parce que du coup, on a tendance à provisionner un peu plus que ce qu'on a en trésor, etc. C'est à ce niveau-là que ça peut coincer. Le dialogue, il peut être un peu plus compliqué. Mais bon, maintenant, tout est à l'URSSAF, c'est quand même plus simple. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a le site de l'URSSAF où on peut en fait déjà renseigner notre rémunération mensuelle et donc ils appliquent les charges sociales en conséquence. Mais voilà, ça prend quand même quelques semaines à se mettre en route. Ouais. Alors Soumia dit si investissement, est-ce qu'il vaut mieux créer une structure dédiée ou pas? Alors quand c'est une activité comme l'immobilier, ça me paraît automatique de créer une société civile immobilière. Mais c'est vrai qu'il y a des freelances qui distinguent leur holding personnel de leur société d'activité. Est-ce que ça fait quand même payer 2 sociétés à la fin? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait couramment? C'est quelque chose que tu conseilles toi à tes clients ou pas? Oui, c'est préférable si c'est de l'investissement immobilier. Dans le sens où si demain, je sais pas, pour X ou Y raison, on rebascule en CDI, on veut fermer notre société d'exploitation, ça voudrait dire qu'il faut revendre le bien immobilier si on l'avait acheté directement avec sa société. Donc finalement, on doit repasser par la case notaire, etc. Donc ça rajoute des frais. Donc c'est mieux de séparer finalement sa société d'exploitation de la SCI éventuellement. Après, c'est tout à fait possible, hein. On peut acheter un local avec sa boîte, c'est bien aussi, mais c'est vrai que c'est plus pour ce cas de figure de si demain on ferme la boîte ou il se passe quoi que ce soit sur la boîte, avoir une séparation, c'est beaucoup mieux. Après, si c'est des investissements financiers, là, clairement, ça se fera avec la société directement. Pas besoin de créer une société à part pour investir dans, je sais pas, des SCPI, des prises de participation dans des startups, etc.
Soumia dit elle n'a pas compris pour l'URL. Les charges sociales en URL sont prélevées une fois chaque mois lors du versement de la rémunération. En fait, c'est ça. Il faut les déclarer au moins une fois par an. C'est ça, déclarer au moins une fois par an ce qu'on prévoit de se verser pour que derrière ils puissent nous prélever. C'est ça. En fait, quand on commence le URL, nous, notre conseil, c'est vraiment de créer son espace en ligne URSSAF, de renseigner donc son RIB professionnel et directement de mettre sa rémunération prévue pour l'année. Comme ça, eh bien, on peut choisir d'être prélèvement mensuel ou trimestriel et d'avoir déjà en fait des avances de charges sociales qui sont prélevées sur le compte. Ça évite du coup que au moment de la déclaration finale d'impôt sur le revenu au mois de mai de l'année prochaine, quand vous déclarez votre rémunération finale, quand il calcule du coup les 45% de charges sociales dessus, vous ayez une trop grosse régularisation. Donc finalement, c'est à vous de faire l'étape de renseigner votre RIB, la rémunération prévue pour éviter cette grosse régule. Je ne sais pas si c'était plus clair. Moi, je trouve que c'est l'équivalent un peu du Topaz, quoi. C'est assez similaire en termes de forme. Mais Soumia, n'hésite pas à poser plus de questions hein, si tu veux sur le sujet. On a le temps d'y répondre. Hop. Sur les tickets, sur les sujets, c'est bien, on avance doucement sur le fil. Alors, la pré-comptabilité, c'est quoi à quel moment ça apparaît, tout ça? Ah, Soumia dit super clair, très bien. La pré-comptabilité, c'est quoi? À quoi ça correspond? Est-ce qu'on a des outils pour ça? Alors aujourd'hui, effectivement, on a pas mal d'outils qui nous permettent de simplifier la transmission d'informations. Donc la pré-compta, ça va être le fait d'avoir à disposition des applications mobiles ou une version web pour déjà avoir la synchronisation bancaire avec son compte professionnel et donc que le comptable y ait déjà accès. Ça évite de déposer ses relevés bancaires papier ou en PDF par mail par la suite pour la clôture comptable. On a également un onglet pour la partie facturation client. Donc, vous savez que dans les tuyaux, il y a la facturation électronique et l'obligation par la suite d'avoir un outil de facturation réglementé. Donc là, de basculer sur ces outils-là, ça vous permet directement en 3 clics d'avoir votre facture qui soit réalisée, en mettant juste le nom de votre client, la prestation et le montant. Et après, vous pouvez lui envoyer par mail à votre client pour qu'il vous règle dans la foulée. Donc, c'est plutôt pas mal, un gain de temps. Ce qui est bien aussi, c'est que cet outil est un outil de gestion dans le sens où il vous permet de suivre votre chiffre d'affaires facturé et encaissé, donc potentiellement de relancer les clients qui n'ont pas réglé dans les temps. Et le dernier point, ça va être sur la partie dépenses, où on va pouvoir prendre en photo les tickets tout au long de l'année. Et justement, avec la reconnaissance en fait des informations du ticket, on a déjà la date, le fournisseur et le montant. Et donc, finalement, ça pourra directement se matcher entre l'opération bancaire et le ticket. Et donc, votre comptable, il n'aura pas forcément besoin de vous demander je ne comprends pas à quoi correspond cette dépense, est-ce que c'était bien professionnel si vous aviez déjà mis le ticket en conséquence. Donc, finalement, si tout se passe bien tout au long de l'année, eh bien, la clôture comptable se passe vraiment simplement, facilement. Ah, nous, on utilise beaucoup, chez Number, c'est Time qui gère ça. On utilise beaucoup pour l'encaissement, vraiment. Même tous les collabs chez Will of Devs, ils vérifient sur leurs factures si les clients ont bien payé les factures à ce niveau-là. Après, ils sont quand même pressés. Des fois, du coup, ils me demandent de regarder sur le compte bancaire si l'argent est là. Tu vois. Ils sont très, très pressés. Et sur la saisie des factures, ce qui est très important, c'est surtout effectivement la TVA déductible, quoi. Parce qu'attendre, souvent quand on avait, avant de le faire au fil de l'eau, bah, du coup souvent j'avais des régules de TVA tous les 2-3 mois parce qu'on avait déduit plein de TVA d'un coup. Donc là c'est quand même assez agréable de pouvoir déduire la TVA du mois pour le mois, quoi. Voilà, difficile d'écrire avec une fourchette à la main, me disent les gens dans le chat, effectivement. Merci de nous rappeler que nous ne mangeons pas. Hop. Effectivement. Quel outil vous utilisez pour la gestion comptable dans le chat? Alors, il y a donc Time chez Number. Il y en a d'autres qui utilisent, bien sûr, des Penny Lane. On utilise Conto aussi. Il y a le compte Time Business qui arrive bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Tous tes clients utilisent Time, non? Tous nos clients utilisent Time. Ouais. Après, effectivement, oui, il y a Conto qui a racheté Regat et donc il propose cette formule pré-compta. Et effectivement, Penny Lane, c'est les plus gros en soi. Ouais.
Moi, la différence vraiment, c'est le fait d'avoir les cartes de débit. Du coup, tu vois, je fais le paiement tout de suite et je peux prendre le ticket en photo tout de suite et l'associer à la bonne chose. Alors que avant d'avoir ça, du coup, il fallait attendre la réconciliation bancaire. Ça faisait 2 3 jours. Et le justif, il était parfois mal associé ou c'est à ce moment-là que j'allais mettre le numéro de TVA là. Hein, tu vois. Là, tout de suite, on scanne le justif et on s'assure que la TVA soit bien saisie, quoi. Ça change pas grand-chose, mais ça coûte quand même des sous. Hein. Ça coûte quand même 300 €, quelque chose comme ça dans l'année d'utiliser ce genre d'outil. Et ça change le flow. Si vous avez des questions encore, est-ce qu'il y a des sujets qui sont importants on aurait dû aborder, Camille? Je ne sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. Les charges déductibles, du coup, on a refait le point par rapport au loyer, les grosses dépenses de fin d'année. La partie rémunération, donc, qui dépendra de votre situation plutôt personnelle en fonction de votre foyer fiscal. La partie pré-compta qui vous fait gagner du temps au quotidien. Donc, c'est hyper important de pousser, en tout cas, votre comptable ou même vous, en soi, personnellement, vous pouvez télécharger, par exemple, Time Invoice qui est gratuit. Et donc, vous pouvez faire vos factures et après les envoyer directement à votre comptable. Parce que c'est vrai que le vieux Excel, il faut le mettre au placard. Ouais. Et prendre en photo les justificatifs pour éviter la boîte aux chaussures à déposer également chez votre expert comptable. Du coup, dans le chat, tu nous demandes, voilà, la compta, c'est pas l'enfer qu'on pense. Le point important, Camille, c'est l'anticipation. Hein. C'est ça, pour éviter finalement de se retrouver dans le rush au mois d'avril. Pourtant, voilà, il y a des ponts, donc autant profiter potentiellement de partir au soleil et d'avoir déjà son bilan qui soit réalisé et de pouvoir passer sereinement à 2025. Là, du coup, si déjà tout est saisi tout au long de l'année, que ce soit notes de frais, les loyers, tout ce que vous dépensez finalement à titre personnel et qui compte comme des dépenses professionnelles, il ne faut pas oublier de les passer. Et enfin, tout ce qui est aussi indemnité kilométrique, c'est vrai qu'on a parlé du leasing sur la société, mais c'est tout à fait possible également d'avoir un véhicule personnel qu'on utilise à titre professionnel. Et dans ce cas-là, ça va être des indemnités kilométriques en fonction des chevaux fiscaux de votre véhicule. Et donc, il y a une indemnité en conséquence qu'il faut calculer, mais du coup, il faut faire le travail sur notamment Time, de saisir les kilomètres réalisés à titre professionnel sur l'année. Donc, c'est bien, encore une fois, d'avoir l'habitude finalement de faire ça un petit peu tout au long de l'année, au fil de l'eau et tout au long de l'année pour que finalement, vous n'ayez pas ça à saisir au mois d'avril. On a quelques questions. Donc Loïc demande, voilà, lui il est auto-entrepreneur. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport aux autres formes juridiques? Les auto-entrepreneurs, c'est tous des micro-entrepreneurs maintenant, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, micro-entrepreneur, en soi, il n'y a pas forcément de sujet parce que si vous êtes donc micro-fiscal et micro-social, vous avez simplement votre chiffre d'affaires qui sert de base pour les charges sociales, pour l'impôt sur le revenu. Et donc, il n'y a pas vraiment d'optimisation à faire. Donc, c'est pour ça que finalement, quand vous arrivez à un certain seuil de chiffre d'affaires, notamment si vous dépassez aussi le seuil de TVA, qui est aux alentours de 36 000 €, finalement, déjà, ça va vous demander plus de charge mentale parce qu'il faudra penser à faire vos déclarations, mais aussi pas forcément d'optimisation avec des charges qu'on peut déduire et de la rémunération en fonction de son foyer fiscal. Donc, potentiellement envisager la bascule en société si le chiffre d'affaires évolue. Alors, Soumia demande les deadlines importantes, on va les rappeler. Hein, on a dit c'est mi-mai pour la déclaration aux impôts et c'est fin juin pour le dépôt au greffe. C'est ça. Après, il y a aussi, dans l'idéal, vraiment, il faut tout faire sur le premier trimestre pour pouvoir passer à 2025. Et si vous êtes en régime de TVA simplifié, c'est-à-dire que vous avez des acomptes et non pas des TVA mensuels, vous avez le solde à régler fin avril. Ah, je voulais passer en TVA simplifié, on m'a dit que je payais trop de TVA. Oui. C'est moins de 100 000 € de chiffre d'affaires ou moins de 200 000 € de chiffre d'affaires peut-être? Non, c'est pas en fonction du chiffre d'affaires, c'est en fonction de la TVA réglée. Donc si sur l'année N-1, on a plus de à peu près 15 000 € de TVA à payer, en fait, on est obligatoirement basculé au TVA mensuel à partir du 1er janvier. Oui. Alors, Soumia pose des questions sur les frais kilométriques. Les frais kilométriques, ici, c'est pas sur la déclaration d'hier, hein, c'est une charge à rajouter sur la SASU, hein, c'est ça, ou sur la SARL. C'est ça, exactement. Ça viendra dans les charges déductibles
au niveau de votre société, donc moins d'impôts sur les sociétés, que vous soyez en SASU ou en EURL. Ça va être vraiment en fonction de votre utilisation du véhicule personnel à titre professionnel. Et si en fait vous souhaitez éventuellement déduire des frais au niveau de votre déclaration d'impôt sur le revenu, quand on est indépendant, ça va être très compliqué parce que vu que vous déduisez déjà des frais sur votre société, c'est moins justifiable en fait. Donc finalement, vous avez votre rémunération que vous déclarez et sur cette rémunération, vous avez d'office un abattement de 10% pour frais qui vous sert de base imposable après. Un sujet aussi, alors à ce moment-là, c'est que forcément, quand on rajoute ce genre de charge, on n'a pas forcément la trésorerie pour faire un virement tout de suite. C'est pas un souci de mettre sur le compte courant d'associé l'équivalent des charges qu'on a rajoutées. Hein. Exactement. On peut saisir toutes les notes de frais et puis après se faire le virement que seulement l'année suivante ou encore après quand on aura encaissé assez de chiffre d'affaires. Ouais. Hop. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors du coup, quand on disait l'importance d'anticiper, on peut aussi anticiper en appelant son comptable dès maintenant, en lui demandant s'il y a des trucs qui manquent, s'il y a des choses à faire et des choses comme ça. Hein. Hop. Donc uniquement URL et société, déclaration d'impôt entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Soumia. Hein. C'est dès que tu as, à partir du moment où tu as une société avec un ciré, vaut mieux essayer de mettre les charges sur le ciré que sur l'IR. Ouais. Tout était très clair pour ma part, nous dit utilisateur anonyme. À tous les coups, c'était cassant, ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Camille. On n'hésite pas à te contacter si on a besoin de plus de conseils. On peut te connecter sur LinkedIn ou pas? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. N'hésitez pas sur les pages de Number sur LinkedIn également et à suivre In situ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas du coup à venir au prochain webinar. En janvier, on a plein de sujets qui arrivent. En fait, on est en train de travailler sur plein de sujets pour le mois de janvier. Je ne sais pas vous dire lequel sera le prochain, mais il y a plein de sujets intéressants. Soumia nous dit, pas très bien compris, pour la TVA à 36 000 euros. Alors ça, c'est pour les micro-entreprises. En dessous de 36 000 euros de chiffre d'affaires, la TVA, elle n'est pas forcée. On n'est pas obligé de facturer de la TVA au client. On n'est pas obligé de collecter de la TVA. Avant, c'était plus, mais l'Union européenne a réunifié. On a rebaissé le niveau, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Après, de toute façon, même le seuil de chiffre d'affaires global fait que d'augmenter d'année en année. Là, on est sur 77 700 avant de basculer au réel. Donc, ça évolue dans le temps, que ce soit pour la TVA ou pour le seuil de chiffre d'affaires. Soumia et Loïc, là, vous êtes très actifs dans le chat. Est-ce que vous avez des questions, des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans les prochains webinaires? Je suis très content d'entendre ça. N'hésitez pas, on prendra en compte. S'il y a des gens que vous voulez qu'on invite aussi, on les invitera, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Là, ils ont probablement 1 minute de retard. Donc, nous, on va prendre le temps de fermer. Merci beaucoup, Camille. C'était très cool. Oui, j'ai beaucoup apprécié échanger avec toi, donc avec plaisir. Super. Dans le chat, on va vous laisser le générique pour vous ayez le temps de discuter. Encore merci beaucoup d'être venu. Pensez à vous abonner à la page LinkedIn de In situ. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. Super. À bientôt. Ouais.